On bascule sans ménagement à Phoenix, où la soi-disant protagoniste Bella se livre au cérémonial pitoyable de rempoter un cactus pour son exode volontaire. Sa propre narration cafardeuse nous informe qu'elle s'immole pour sa génitrice écervelée et son nouveau beau-père. Elle se persuade que c'est un acte de noblesse permettant au dernier mari en date de sa mère de poursuivre son délire lamentable de baseball en Ligue mineure. Sa mère émet une faible objection, peu convaincante, mais Bella, prisonnière de ses propres illusions, s'obstine aveuglement à choisir ce calvaire. Son monologue monocorde reprend alors qu'elle atterrit à Forks, dans l'État de Washington, un bled paumé dont la population frôle à peine les 3000 habitants. Ce lieu est prétendument le trou le plus humide et le plus démoralisant de tout le pays, une destination sacrément séduisante. Elle nous introduit son père, Charlie, le chef de la police du coin, qui affiche une expression de pure capitulation face à cette situation. Il la récupère dans sa voiture de service et ils endurent un trajet qui se ferait péniblement un chemin à travers un silence pesant jusqu'à sa petite bicoque déprimante. Sa nouvelle chambre est un sanctuaire lamentable et poussiéreux dédié à son enfance, et Charlie s'enlise dans la conversation en mentionnant qu'il a délégué l'achat de sa literie violette. Il lui annonce ensuite la formidable nouvelle qu'elle devra partager l'unique salle de bain, un accueil vraiment sensationnel. La séquence suivante met en scène Billy Black et son fils Jacob qui débarquent pour livrer un soi-disant cadeau de la part de Charlie, ce grand constipé des émotions. Le présent s'avère être un pick-up délabré complètement niqué par la rouille que Charlie a manifestement déniché pour une bouchée de pain afin que sa progéniture puisse circuler. Jacob, qui assure avoir refait le moteur, est contraint d'énumérer toutes les manipulations alambiquées nécessaires pour piloter ce cercueil roulant. Elle lui propose de le conduire au lycée, mais il la recale logiquement en lui rappelant qu'il a cours dans la réserve Kilotte. Elle se traîne alors dans sa boîte de conserve corrodée et conduit jusqu'à son premier jour d'école, parce que commencer les cours à la mi-mars est un plan parfaitement sensé. Sa stratégie de génie pour devenir invisible implose instantanément quand un pauvre type nommé Eric Yorkie s'agrippe à elle comme une moule à son rocher. Ce spécimen en manque lui assène une rafale de blagues affligeantes sur le fait d'être son guide et son partenaire de cantine attitré. Bella, la malheureuse, tente de les conduire poliment, affirmant sa préférence pour la souffrance en silence plutôt que pour sa compagnie. Sa réplique est de la faire chanter sans vergogne en la menaçant d'un grand article dans le journal du lycée, une manœuvre qui la déstabilise à juste titre. Pendant le cours d'éducation physique, sa maladresse abyssale lui fait expédier un ballon de volley en pleine tête d'un garçon qui ne se doutait de rien. La victime se révèle être Mike Newton, un crétin qui transforme immédiatement ses excuses en une approche prédatrice et éhontée. L'indifférence absolue de Bella pour ce tocard est cruellement flagrante, pourtant il poursuit sans répit ses approches balourdes. Une autre fille, Jessica, se matérialise, transpirant une possessivité à l'état pur pour l'attention vagabonde de ce bon à rien de Mike. Jessica enrobe son venin dans une mascarade écœurante de gentillesse envers Bella, tout en essayant de reconquérir le regard fugace de Mike. Au déjeuner, une fille nommée Angela, un véritable parangon de la grâce sociale, prend gentiment Bella en embuscade avec un appareil photo pour l'article de journal heureusement annulé. Mike poursuit ses tentatives de séduction lamentables pendant qu'un autre sportif écervelé nommé Tyler lui chipe sa place sans le moindre scrupule. Jessica profite du chaos pour se faufiler à côté de Bella, créant une barricade physique contre Mike et son obsession de rapace. Les petites guégards de lycée dans ce trou du cul du monde sont déjà monumentalement éreintantes. Chacune de ces sangsues en quête de popularité semble désespérée de se repaître de la nouvelle qui ne désire clairement rien de plus que d'être laissée tranquille. Ce spectacle dans son intégralité est l'illustration parfaite d'un désastre social complet et absolu. Puis, comme un mauvais présage, le clan Cullen fait son entrée en glissant à travers les portes de la cafétéria. Il parade avec un effet de ralenti totalement artificiel, comme s'il tournait dans une pub pour une laque absolument merdique. Bella, qui est manifestement dépourvue de la faculté élémentaire de la vue, est contrainte de demander qui sont ces individus au milieu de ce spectacle flagrant. Jessica, la commère en chef locale, se porte volontaire avec un zèle suspect pour déballer chaque détail croustillant sur cette famille étrange. Ils sont la progéniture adoptive du Dr. Cullen, le médecin de la ville, au physique douloureusement parfait et sculptural. La blonde ridiculously sublime est Rosalie et la brute baraquée à ses côtés est son prétendu partenaire romantique Emmett. Jessica identifie avec justesse la bizarrerie pseudo-incestueuse de leur relation comme profondément malsaine, vu qu'ils sont frères et sœurs adoptifs partageant le même toit. Jessica ne se fourvoie absolument pas. Toute cette machination est une putain d'anomalie psychologique fondamentale.
La fille aux allures de lutin est Alice, cataloguée comme vraiment excentrique, qui est en couple avec Jasper, un type qui semble perpétuellement englué dans une douleur existentielle. Jessica, avec une perspicacité cynique, surnomme le Dr. Cullen un entremetteur pour avoir assemblé cette collection de spécimens étrangement parfaits. Angela, toujours aussi candide, exprime simplement son désir que le séduisant docteur l'adopte dans sa collection d'enfants trouvés. Enfin, Edward fait son apparition, un magnifique salopard présenté comme l'apogée inaccessible de la perfection lycéenne. Jessica, dans un rare éclair de solidarité, avertit sur le champ Bella de ne même pas envisager de le draguer. Elle explique qu'il ne sort avec personne car, selon sa propre évaluation arrogante, aucune fille des environs n'atteint ses standards divins. Bella prétend ne nourrir aucune intention de ce genre, mais ses yeux restent rivés sur ce connard mélodramatique. Edward lui renvoie son regard, le visage contorsionné en un masque de dégoût pur et absolu. Elle détourne les yeux, complètement décontenancée et sincèrement troublée par sa démonstration d'hostilité gratuite. Plus tard, en biologie, le cosmos la tourmente pour son propre divertissement sadique. L'unique siège vacant dans cette putain de salle de classe se trouve évidemment juste à côté de l'insondable Edward et de sa gueule d'enterrement. Alors qu'elle passe devant un ventilateur, son odeur flotte jusqu'à lui et il recule physiquement comme s'il était percuté par une force invisible. Le type semble véritablement nauséeux, comme s'il luttait contre une envie viscérale de dégueuler ses tripes sur la paillasse du laboratoire. Il se pince le nez et la fusille du regard avec une expression de haine pure et agressive. Ses yeux sont d'un noir de jet inquiétant, amplifiant l'aura de psychopathe qu'il cultive assidûment. Bella s'assoit et, dans un moment de pure perplexité, renifle ses propres cheveux, se demandant quel tort pourrait bien provoquer une telle réaction. Juste avant que la cloche ne sonne la libération, Edward décampe de la pièce sans lâcher le moindre putain de mot. Au secrétariat, Bella surprend malencontreusement la supplique désespérée d'Edward pour être retiré de leur cours de biologie commun. Il détale du bureau comme le lâche fini qu'il est dès l'instant où il réalise sa présence. Ce soir-là, elle et Charlie subissent un repas de banalité navrante au boui-boui local. Les habitués connaissent tous Charlie et soumettent Bella à un assaut de conversations embarrassantes, la rendant visiblement et péniblement mal à l'aise. Un vieux schnock l'aborde en prétendant avoir joué au Père Noël pour elle une fois, un moment dont elle, de toute évidence et heureusement, aucun souvenir. Le film coupe alors brutalement sur un malheureux en train de se faire démolir dans un entrepôt par un agresseur invisible. Le lendemain matin, Bella se vautre inévitablement sur la glace devant sa maison, car cette ville n'est qu'une succession de petits pièges mortels. Charlie, arrivant dans son pick-up, lui tend la main et annonce son grand geste d'avoir acheté des pneus neufs pour les routes périlleuses. Il l'informe ensuite qu'il doit enquêter sur une nouvelle prétendue attaque d'animal, celle-ci ayant eu lieu à l'usine locale. Bella se dirige vers le lycée avec la ferme et légitime intention de coincer Edward et d'exiger des comptes sur son attitude de sociopathe. Comme on pouvait s'y attendre, le poltron a de nouveau disparu, restant absent pendant plusieurs journées atrocement longues de sa vie. Quand il daigne enfin honorer la biologie de sa présence, il opère un revirement de personnalité complet. Il devient soudain une source de charme et de conversation, se présentant formellement comme si leur précédente rencontre hostile n'avait jamais existé. Il collabore sur un devoir de laboratoire pendant qu'il la questionne de manière malsaine sur ses motivations pour emménager dans ce trou paumé par les dieux. Ces types louches l'escortent même jusqu'à son casier, poursuivant son interrogatoire psychologique tout le long du trajet. Bella, en proie à leur confusion mutuelle, lui demande finalement s'il porte des lentilles de contact, notant que ses yeux étaient noirs auparavant. Ses yeux arborent maintenant une teinte complètement différente de brun doré, d'une étrangeté presque surnaturelle. Il mormonne une excuse bidon à propos de l'éclairage fluorescent, puis s'éclipse rapidement. Plus tard, sur le parking, alors qu'elle monte dans son pick-up, il la fixe intensément de l'autre côté du bitume. Soudain, le van de Tyler perd l'adhérence sur une plaque de glace et fonce droit sur elle avec un élan meurtrier. C'est un véritable instant de terreur où elle est à quelques secondes de se faire écrabouiller comme une crêpe humaine. Puis, surgissant de nulle part, Edward est subitement là, la projetant violemment hors de la trajectoire du véhicule. Il immobilise cette putain de bécane de 2 tonnes à main nue, laissant un renfoncement gigantesque et incriminant sur le flanc. Il lui lance un regard de panique pure et totale, réalisant qu'il vient de cramer son identité secrète devant tout le lycée. Avant que quiconque puisse analyser logiquement la violation flagrante de la physique dont ils viennent d'être témoins, ils se font de nouveau dans la foule. À l'hôpital, un Charlie déconcerté doit gérer le baratin de Tyler pendant que le Dr. Cullen ausculte Bella pour vérifier si elle est blessée. Bella déclare qu'elle a eu de la chance qu'Edward soit là pour la secourir, ce qui se qualifie comme le plus colossal euphémisme du siècle.
Elle surprend ensuite Edward en train de s'engueuler avec une Rosalie furibonde qui l'accuse à raison d'avoir bousillé tout le secret de leur famille. Bella exige à juste titre une conversation privée avec Edward qui tente immédiatement de la manipuler en lui faisant croire qu'elle a tout imaginé. Il a l'audace monumentale de soutenir qu'il se tenait à côté d'elle tout le temps, un mensonge flagrant et démontrable. Elle ne flanche pas, maintenant qu'il se trouvait à l'opposé du parking et exigeant la vérité sans baratin sur ce qui s'est produit. Il informe glacialement qu'il ne fournira aucune explication et qu'elle ferait mieux de s'habituer à son genre de comportement de connard. Cette nuit-là, elle se réveille avec la certitude glaçante et correcte que ce type louche a été dans sa chambre. Ceci déclenche le premier d'une longue série de rêves obsessionnels et harcelants qu'elle subit à son propos. Pendant une sortie scolaire, Edward persiste dans ses jeux psychologiques, l'informant sans détour que leur amitié est une impossibilité. Il lui joue alors un authentique coup de pute, prétendant auprès d'Alice que leur but est complet pour sciemment écarter Bella. Bella trouve enfin le courage de le confronter une fois de plus, l'accusant à juste titre de regretter de lui avoir sauvé la vie. Sa réponse à cette grave accusation est de faire une démonstration de frimeur en interceptant une pomme en chute libre avec son pied. « Tes sautes d'humeur de connard psychopathe me donnent des vertiges », lui lance-t-elle, une remarque qui est un modèle de litote. Il pose alors la question émo par excellence. « Et si je ne suis pas le héros? Et si je suis le méchant ?» Elle lui professe stupidement sa confiance envers et contre tout, et pour une fois, il la prévient avec justesse que c'est une idée de merde monumentale. Elle lui lance une invitation pour la plage de la Pouche, mais il tressaille au nom et refuse catégoriquement de s'y rendre. À la plage, Jacob Black surgit et clarifie que les colonnes ont l'interdiction par traité de pénétrer sur le territoire tribal. Il raconte une vieille histoire de feu de camp, censée être terrifiante, sur ses ancêtres qui descendaient de véritables loups. Le récit affirme que son aïeul a conclu un traité avec les collines, identifié comme une espèce particulière de créature froide. Putain, une merde! Armée de ce fragment d'information énigmatique, Bella rentre chez elle et se lance dans une recherche en ligne frénétique sur les légendes Quaaludes. Sans investigation, l'amène à un livre qui semble contenir de véritables réponses, disponible à l'achat dans la ville voisine de Port Angels. Le jour suivant est ensoleillé, ce qui incite Jessica à remarquer nonchalamment que les Cullen sèchent systématiquement les cours ce jour-là. Bella persuade Angela et Jessica de faire une virée à Port Angeles pour acheter des robes, un prétexte bidon pour visiter la librairie sans éveiller les soupçons. Après avoir récupéré son livre de folklore, elle se retrouve tragiquement acculée par une meute d'hommes prédateurs dans une ruelle sombre. Juste au moment où la situation dégénère vers une violence inéluctable, la Volvo argentée d'Edward déboule en crissant des pneus dans un Deus Ex Machina complet. Il s'extirpe du véhicule, irradie une menace envers les hommes avec un grognement féroce et ordonne à Bella de grimper dans la voiture. À l'intérieur de l'auto, il avoue qu'il a localisé en lisant dans les pensées de tout le monde, avec l'exception commode et narcissique de la sienne. Il prouve cette capacité invasive en débitant les réflexions stupides des clients d'un restaurant voisin. Pendant le trajet du retour, elle entre en contact avec sa main et constate sa froideur impossible et cadavérique. De retour dans sa chambre, ses recherches sur les créatures froides à travers les mythologies mondiales convergent vers la seule et unique conclusion. Sans déconner, Sherlock, vampire. Le jour suivant, elle le confronte dans la forêt et il daigne enfin abandonner sa mascarade éreintante. « Dis cela », commande-t-il avec la théâtralité d'un putain de comédien de seconde zone. « Vampire », prononce-t-elle, totalement dénuée de la terreur rationnelle que toute personne saine d'esprit ressentirait à sa place. Il l'emmène alors au sommet d'une montagne à une vitesse surhumaine pour lui révéler comment sa peau scintille au soleil. Il exhibe sa force colossale en pulvérisant un arbre, puis la réduit à un objet en la qualifiant de sa marque personnelle d'héroïne. Cette confession effroyable ne parvient curieusement pas à déclencher dans son cerveau l'instinct de fuir, terrorisé, comme le ferait tout être humain logique. Il la présente à son clan de vampires prétendument végétariens, et la situation dans son ensemble est atrocement inconfortable. Rosalie est ouvertement hostile, légitimement furieuse qu'Edward ait stupidement exhibé un repas humain dans leur domicile privé. Plus tard, la famille s'adonne à une partie de baseball au milieu d'un orage, une couverture nécessaire pour le bruit de tonnerre surpuissant de leurs battes. Cette scène étrangement domestique est pulvérisée par l'arrivée de 3 vampires nomades et anthropophages, Laurent, Victoria et le tracker James. James détecte instantanément l'odeur humaine de Bella et annonce avec une pure malveillance « Vous avez amené un encas !» Une véritable tempête de merde est sur le point de se déchaîner car les Cullen reconnaissent immédiatement que James va désormais la poursuivre par purger. Il concocte un plan désespéré et foireux pour la faire sortir de la ville, espérant attirer James dans une poursuite vaine. Mais James est bien trop rusé pour leur plan d'amateur et revient sur ses pas, attirant Bella dans un piège mortel à son ancien studio de danse. Il le malmène sévèrement et enregistre la confrontation pour la montrer plus tard à Edward. Edward arrive avec un timing dramatique impeccable, déclenchant une bataille féroce entre les deux vampires.
Le reste du clan Cullen déboule en renfort pour déchiqueter James, réduisant en cendres et ses putains de morceaux pour garantir son anéantissement. Edward est alors contraint d'aspirer le venin de vampire de la blessure de Bella pour empêcher sa transformation, un processus d'une agonie exquise pour tous les deux. Elle se réveille dans un hôpital où Edward lui fait d'autres promesses creuses de ne jamais la quitter, tandis que toute l'agression traumatisante est justifiée comme une chute maladroite.